notre invité. On l'accueille tout de suite. RMC, les grandes gueules. C'est Bernard de la Villardière, le présentateur d'Enquête Exclusive. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Si vous êtes avec nous aujourd'hui dans les GG, c'est parce que vous vous êtes fendu d'un tweet hier sur le réseau social. Alors d'un tweet, c'est vrai que le réseau social s'appelle X maintenant, et dans lequel vous faites part de votre courroux, retour d'Équateur, comité d'accueil à Roissy par des baltringues, des traînes savates, faux taxis sans doute, qui me traitent d'islamophobe et de raciste. Un policier alerté ne peut rien faire, bien sûr. La prochaine fois, ce sera le coup de couteau, point d'interrogation. Bienvenue en France. Bernard, Je voudrais d'abord m'excuser auprès de passé mon ancien prof de français parce que j'ai fait des fautes. J'ai mis islamophobe au pluriel notamment et raciste au pluriel, ce qui est une faute de français. Et bienvenue. Alors que s'est-il passé à Roissy précisément ? Il se passe que ce qui se passe depuis quelques années me concernant, c'est que chaque fois que j'arrive dans ce pays, je rentre chez moi après des voyages à l'autre bout du monde. Je suis souvent agressé à Roissy, enfin verbalement bien évidemment, par des gens qui sont là, des faux taxis. Souvent, on se demande d'ailleurs ce qu'attend le Roissy Charles de Gaulle, la société, pour faire un peu le ménage. Je pense qu'il y a une police anti-taxi, faux taxi, mais ils sont pas assez nombreux, ils sont quelques dizaines. D'ailleurs, les taxis s'en plaignent, les vrais taxis s'en plaignent régulièrement. Et je passe. Ah oui, la Villardière, islamophobe, raciste, machin, etc. Et avant, c'était quand je faisais 100 mètres et j'entendais vaguement derrière moi. Et aujourd'hui, ils viennent face à moi pour m'insulter. Et donc, je ne l'admets pas. Et je l'admets d'autant moins, que je rentre de pays dans lesquels j'étais en Équateur. Enfin, voilà. J'ai l'impression que je prends plus de risques en France aujourd'hui que dans d'autres pays où je vais depuis des années. Et je veux ajouter à ça, d'ailleurs, que sur des tournages ces dernières années, 2 fois, j'ai dû interrompre le tournage parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant « Monsieur de la Villardière, allez-vous-en, parce que sinon on va vous égorger ». Mais pourquoi Ça s'est passé à Saint-Brieuc, ça s'est passé sur les quais de Saône à Lyon l'année dernière, et c'est un vrai C'est scandale. des menaces de mort. Des menaces de mort directes. Mais pourquoi on vous traite d'islamophobe ou de raciste ? Je ne sais pas de quelle idéologie ça procède, mais en tout cas, je pense que c'est une volonté en France de conquérir le territoire, d'intimider tous ceux dont on estime qu'ils sont islamophobes parce qu'ils critiquent des régimes islamistes, parce que je vais en Afghanistan, parce que je vais en Irak, parce que j'ai dénoncé les exactions de Daesh à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Et je trouve ça d'autant plus injuste que l'islam, il y a des islams, et que j'aimerais un jour produire un documentaire dans lequel on raconterait comment les musulmans du Sud s'adressent à ceux du Nord en disant « Ne basculez pas dans l'islamisme, parce que nous, l'islamisme, on a connu, on connaît, on voit ce que c'est. » Et on pense notamment à ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Oui, les Algériens. Donc, souvent, on a l'impression que les d'ailleurs, musulmans sont dur. au Sud et les islamistes sont au Nord, ce qui est quand même incroyable. Mais là, il y a un problème aussi à Roissy, c'est-à-dire que c'est un aéroport international. Donc on est accueilli par des types qui sont des escrocs. Les faux taxis sont des escrocs. Tous les aéroports du monde. Et qui font la loi. Oui, non, mais particulièrement à Roissy. Franchement, particulièrement à Roissy. Alors, je fais le pari qu'on va faire le ménage dans les semaines qui viennent en raison des Jeux Olympiques, etc. Et de la médiatisation du truc. Je revenais à Orly il y a peu de temps. Il n'y a pas assez de taxis, il y a des faux taxis, c'est le bazar. Je suis rentré d'un voyage que j'ai fait à Lisbonne. On était plusieurs dans un même taxi parce qu'il n'y avait pas assez de taxis et on devait attendre. C'était comme en plus Orly ferme à 23h30, donc puisqu'il n'y a plus d'avion possible après 23h30, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème. Innommable avec insuffisamment de taxis. C'est absolument catastrophique. Et bientôt, il y a ce qu'on appelle les Jeux, quoi ? Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Juste un point. Julie. Ouais, moi, monsieur, je suis sincèrement navrée qu'on vous insulte. Je trouve ça absolument inacceptable. Et je trouve également regrettable, finalement, que ces individus aient pas fait preuve de plus d'intelligence, peut-être, pour vous donner un feedback sur, parfois, le manque de nuances dont vous faites preuve dans certains de vos reportages, qui sont, en fait, des tribunes à charge sur certains sujets qui polarisent la société française. Ou par exemple, à quel point ils ont pu être blessés par certains de vos reportages. Moi, j'ai grandi à Sarcelles et je me rappelle en 2016 ou 2017, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve, un reportage que vous aviez fait en Seine-Saint-Denis qui m'avait profondément blessée parce que vous l'aviez pris d'un prisme qui était tellement dramatique que j'étais sortie de ce reportage en me disant mais moi, je connais ce territoire-là et ce n'est pas que ça. Donc, je regrette qu'on vous insulte. Je pense qu'ils auraient pu au moins vous partager ce que moi, je vous partage aujourd'hui. Et j'ai une petite question pour vous. Au regard de votre qualité de journaliste, est-ce que vous ne pourriez pas la mettre
à bon escient, c'est-à-dire faire finalement des reportages qui mettent aussi en valeur les talents, la richesse de certains de nos territoires fragilisés. Parce que moi, c'est vrai que certains de vos reportages m'ont profondément choquée. Alors, je dis pas que vous récoltez ce que vous avez semé parce que ce n'est pas juste et on n'a pas le droit d'être insulté dans notre pays. Mais il y a quand même une polarisation que vous avez, à mon avis, créée sur certains de vos reportages. Alors, Enquête exclusive, comme vous le savez, c'était une émission d'enquête qui a forcément mauvais esprit. Là, je vais traiter d'un sujet sur l'agromafia en Sicile, mais aussi dans la région de Naples, à cause de la Camorra, de Cosa Nostra, etc., dimanche prochain. Je pense que le lendemain, les Italiens qui vivent en France ne vont pas m'arrêter dans la rue en me disant « Mais vous détestez mon pays, c'est épouvantable, vous êtes italophobe ». Et concernant Sarcelles, il y a un garçon qui s'appelle François Pupponi, qui a été maire de Sarcelles, qui à l'époque disait circuler, il n'y a rien à voir, et qui aujourd'hui dénonce un certain nombre de choses qui se sont passées dans la commune qu'il a gérée pendant très longtemps. Quand vous parlez de ce reportage à Seine-Saint-Denis, je crois que vous avez une mémoire sélective, parce que dans ce reportage, justement, on a beaucoup insisté sur les start-upers, sur les gens de Seine-Saint-Denis, etc. Vous parliez d'immigration comme d'un triste record. Enfin, il y avait tout un fort. Oui, un non, mais triste record. Écoutez, non, mais il y avait tout un vocabulaire, je suis pas d'accord. un prisme. Écoutez, j'invite les auditeurs à regarder ce reportage et à me donner leur avis. Mais en l'occurrence, quand on traite des banlieues, on fait exactement très attention, justement, par rapport à d'autres sujets, ça m'inquiète encore à être un peu équilibré. Okay. Et Sarcelles, je vous rappelle qu'il y a une communauté juive qui a quitté Sarcelles. Et ça, j'aimerais faire. Qui vit un encore film. à Sarcelles. J'aimerais bien que vous rencontriez Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Il aurait beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Raconter comment Sarcelles a dérivé et comment la communauté juive de Sarcelles a dû quitter Sarcelles. Pourquoi est-ce que pourquoi vous employez l'expression traîne savate, baltringue hier à l'aéroport? Parce que c'est le cas, parce que c'est des gens pour lesquels j'ai aucune estime. Se conduire de cette manière, voilà. Et vous dites faux taxi, ouais. Oui, il faut taxi, sans doute, j'en sais rien. C'est pas parce qu'on n'a pas une particule nobiliaire qu'on a une traîne savate, quoi. Traîne savate, attendez, mon père m'a traité de traîne savate, j'ai été à Sancier, j'ai redoublé ma première année de lettres modernes, mon père me traitait de traîne savate, donc voilà. Je suis plutôt client de vos reportages, en fonction de la thématique, bien sûr, que je les suis en replay systématiquement pour voir quelle est la thématique. Et souvent, quand la thématique m'attire, je le regarde et je suis plutôt bon client. Je pense qu'en ayant autant voyagé que vous, on ne peut pas être foncièrement raciste, c'est pas possible, parce qu'on a forcément une vision mondialiste. Je suis le journaliste en France qui a été le plus au chevet des victimes musulmanes à travers le monde, et notamment le premier à avoir été dans les camps Rohingyas, à la fois en Birmanie et au Bangladesh. Donc ça, j'en suis intimement convaincu. Par contre, je suis aussi intimement convaincu et je tenais à vous rassurer, vous avez une image raciste, et pas seulement à Roissy, quoi. Dans beaucoup dans le pays, au niveau c'est ça que je dénonce. Et pas Schönborn chez les traînes savates, c'est des gens. C'est ça que je dénonce. Interrogez-vous pourquoi vous traînez cette image, quoi. À un moment donné, pourquoi il y a peut-être une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que j'ai cette image? Je trouve qu'elle est totalement injuste et infondée, d'autant quand j'ai eu parallèlement à mon parcours de journaliste un parcours d'humanitaire où j'ai été très investi dans les ONG comme Solidarité Internationale il y a une vingtaine d'années, etc. Et Solidarité Internationale se préoccupait du sort des habitants de Kaboul. Et on a refait avec l'aide de la Banque mondiale, j'étais président de l'association, la moitié du réseau d'eau et d'égouts de Kaboul, ce qu'aucune ONG ne voulait faire. Et nos volontaires sur place, avec la population locale, ont remis en place tout ça. On avait construit une briqueterie, une savonnerie. Et c'est en tant que président de Solidarité Internationale que j'ai été en Afghanistan la première fois. Et dans le même temps, vous trouvez des circonstances atténuantes à Éric Zemmour, quoi? Pas du tout. Peut-être un oxymore. Pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Moi, je suis un peu fouillé. Vous avez pris des positions sur Éric Zemmour qui semblent dire... pas du tout. Je n'ai pas pris de position dire que sur Éric Zemmour. Utile, mais je n'ai jamais parlé d'Éric Zemmour. Je n'ai jamais parlé d'Éric Zemmour et je ne fais pas de politique. Mais vous avez l'impression d'être victime d'un malentendu, alors? Oui, mais encore une fois, d'une toute petite partie des musulmans de France, une toute petite partie, encore une fois. Parce que l'autre jour, par exemple, je rencontrais un Tunisien dans la rue, on avait fait un film sur la Tunisie de Kaïd Sayed, qui est devenu un régime extrêmement autoritaire, où je n'ai pas pu aller tourner, d'ailleurs, je n'ai pas eu de visa, on a envoyé une équipe, et il y a un Tunisien dans la rue qui m'a arrêté, on a pris un café ensemble, il m'a dit « Ah oui, j'ai entendu parler de votre émission avant-hier soir, etc. C'était très anti-tunisien, etc. » Et donc je lui ai dit « On va prendre un café » et on s'est quittés bons amis. Mais moi, le problème, c'est que
Après, on aime ou pas le travail d'un journaliste, mais on peut pas être dans un pays où certaines personnes font la loi dans la rue, insultent, et puis surtout menacent de mort. Enfin, je suis désolé quand tu... C'est pas normal, c'est inacceptable. On est d'accord, c'est inacceptable. Oui, mais on essaie. Oui, mais comprenez peut-être qu'ils ont raison, peut-être que. Oui, bien sûr. Moi, non, mais ça, c'est une volonté de. Moi, je pense que le 8 mai, les gens n'en peuvent plus de ce 8 mai. Je suis désolé, quand tu menaces de mort quelqu'un dans la rue, tu dois être interpellé. Je ne comprends même pas que la police n'intervienne pas, parce que la police était là. Oui, il y avait un pauvre policier qui ne pouvait pas faire grand-chose. Mais je vous rappelle d'ailleurs que j'ai été, en 2016, j'ai été mis sous protection pendant 5-6 mois. Il y a plein de journalistes qui le sont sous protection parce que la Rossi Abala, qui a tué 2 policiers à Marignanville en 2016, voilà, il est mort après, mais il y avait une liste de journalistes. Une instruction, il y avait une liste de journalistes qui étaient menacés de mort, Gilles Capel également. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve à l'époque, m'a appelé en disant il faut que vous acceptiez cette protection que je refusais a priori. Et j'ai voulu aussi me porter partie civile parce qu'il se trouve qu'il y avait des complices de la Rossi Abala. L'un d'entre eux a été jugé en octobre 2023. Figurez-vous que j'ai voulu me porter partie civile pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour l'enquête, etc. Et ça m'a été refusé par la Cour d'assises de Paris. C'est-à-dire que j'ai d'un côté le ministère de l'Intérieur qui me dit « vous êtes en danger, on vous met sous protection », d'autorité pratiquement, et de l'autre, la Cour d'assises de Paris qui estime que je ne suis pas une victime. Quand même, c'est quand même un système bizarre. Mais là, il y avait la police à côté, à Roissy ? À Roissy, il y avait un policier qui était là et que j'ai appelé à la rescousse. Oui, bien sûr, il a entendu. Ça veut dire quoi, appeler à la rescousse, vous lui avez dit s'il vous plaît, À un moment, ce type de menace était désagréable. J'ai voulu d'ailleurs lui dire écoutez, assumez vos accusations. Donc j'ai sorti mon portable, comme ils le font souvent avec moi dans la rue, etc. Et puis il a commencé à s'énerver. On a failli en venir aux mains. Je me suis dit, je vais pas m'énerver, je vais aller chercher un policier. Il se trouvait qu'il y en avait un qui était pas loin, qui est venu, qui était un peu désolé, mais bon, au milieu de tout ça, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille et que voilà. Oui, mais là, le problème, j'ai dit à cet homme, à ce policier, il m'a accusé de racisme. Je veux l'emmener au commissariat. Il m'a dit non, mais monsieur, etc. Bon, il aurait dû être placé en garde à vue. Pardon, mais je suis désolé. J'en sais rien, je sais pas. Ici, quand quelqu'un menace de mort une autre personne. Non, hier, c'était pas des menaces de mort. Hier, c'était pas des menaces de mort. Juste, vous avez dit que vous n'avez jamais parlé d'Éric Zemmour. Vous avez déclaré en novembre 21. Je ne partage pas la détestation qui est de mise envers lui et je suis contre sa diabolisation. Vous avez dit que vous parlez jamais de politique et vous avez déclaré toujours en novembre 2021 je suis plutôt de droite, à la fois très anticommuniste, très tiers-mondiste et très libéral. Bah oui, et alors ? Non, mais simplement vous dites. Oui, tout à fait. Non, mais bon. Voilà, j'essaie de sourcer un peu ce que je vous dis. Oui, peut-être, mais bon. Sur Zemmour, oui, je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour. Je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour, comme je suis contre la diabolisation de toutes les organisations politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc là-dessus, oui, je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour. Vous comprenez qu'on a une vision du monde comme la vôtre. Mais quelle vision du monde ? Je vous dis que je suis tiers-mondiste. C'est pour ça que je disais que j'ai plein de contradictions, c'est-à-dire que je pense, par exemple, l'aide publique au développement. Non, il défend pas. Il dit que j'ai dit que je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour. C'est pas pour autant que je suis pour Éric Zemmour. Moi, je pense qu'il faut. J'ai même fait un doc là-dessus en disant à quel point il n'était pas fait pour la présidentielle. Il faut éviter, à mon avis, la confusion entre deux choses. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord sur ce qui vous arrive. Il faut s'en tenir là, c'est-à-dire le fait que sur la voie publique, aucun individu. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Bien sûr qu'il est d'autant plus inquiétant, même si ce n'était qu'un membre des forces de l'ordre, que finalement vous retrouviez dans une situation où vous êtes seul, etc. Oui. Et de l'autre côté, et c'est là où je te rejoins, il y a un débat. On peut discuter de votre vision, des ambiguïtés qu'on pourrait vous prêter, c'est autre chose. Mais il ne faut surtout pas, à mon avis, que parce que votre position, qui peut faire l'objet de débat, puisse donner le sentiment même vague ou diffus que cela pourrait justifier un coup de sang d'un individu. Parce que sinon, dans ce cas-là, on va justifier la personne qui va gifler Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est inacceptable. Non, mais moi, je vais plus loin. C'est la systémisation de ce genre d'attaque sur la voie publique. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Je fais des choses contre les écolo-radicaux, j'ai fait des docs contre les éoliennes. J'ai pas dans la rue des gens qui viennent m'engueuler parce que j'ai fait un doc anti-éolienne ou parce que j'ai fait un doc sur l'extrémisme écologiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je pense ça peut mal se passer. Je pense malgré tout que c'est une stratégie de conquête du territoire et d'intimidation. Ce sont pas des faits isolés. Ça pouvait être des faits isolés il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet
à travers les réseaux sociaux, etc. Ce sont des gens qui se constituent en groupe et qui ont décidé de vous intimider. Et donc je suis là pour leur dire qu'ils ne me font pas peur. Non, moi non plus. Je ne pense pas qu'ils vous attendaient à la sortie de l'avion. Vous savez qu'il y a croisé par hasard. Et voilà, j'ai fait un doc sur la Tunisie, l'Égypte du général Al-Sisi il y a plus d'1 an. J'ai voulu aller en touriste en décembre en Égypte. Je voulais aller faire de la plongée en mer Rouge. Et ben j'ai été arrêté à l'aéroport et remis dans l'avion. Ah oui. Ouais. Comment ça se passe dans ces cas-là quand on est arrêté à l'aéroport par les J'étais avec ma femme, donc j'ai pas pu trop m'énerver non plus. Puis on était samedi, évidemment, j'ai voulu contacter l'ambassade de France. Il s'est rien passé parce qu'ils étaient sans doute en vacances ou en week-end. Et c'était le week-end, c'était un samedi. On m'a mis de côté. J'ai acheté mon visa et puis au passeport, mon passeport a bipé. Le gars m'a dit vous mettez sur le côté et très rapidement j'ai eu 5-6 personnes autour de moi. Ils ont essayé de joindre le ministère de l'Intérieur parce que c'était pas au Caire, mais c'était je sais plus une ville sur la mer Rouge et non pas Sharm el-Sheikh et ils m'ont mis de côté. Puis à un moment j'ai voulu m'énerver, on m'a passé un type du ministère de l'Intérieur, etc. Ils voulaient vérifier que c'était moi. Et moi, j'ai dit, je viens pour faire du tourisme. Et alors, j'ai commencé à engueuler le type le bout du téléphone en disant, écoutez, laissez-moi passer, je suis avec ma femme, je viens pour des vacances, etc. Et là, il y a un gars très gentil qui m'a dit, vous énervez pas, parce que sinon, ils sont capables de vous garder là à l'aéroport pendant 5-6 jours. Vous avez une opportunité qu'on vous remette dans l'avion, celui qui vous a amené. Et donc, il vaut mieux que vous le preniez. Et depuis, vous avez essayé de savoir pourquoi. Oui, j'ai évidemment contacté l'ambassade ici, l'ambassade d'Égypte, qui m'a dit que le pays avait le droit, tous les pays ont le droit d'accueillir ou pas. Donc vous êtes persona non grata depuis ce reportage sur l'Égypte. Comme je suis persona non grata en Algérie, on a fait un film sur l'Algérie, on a tourné avec des équipes sur place extrêmement courageuses. J'ai voulu y aller, j'ai pas pu y aller. En revanche, quelques semaines après, j'ai été convoqué au commissariat de Neuilly et on m'a tendu une commission rogatoire internationale d'un avocat, d'un juge algérien qui voulait me traduire devant les tribunaux en Algérie. Évidemment, je ne m'y suis pas rendu. Il y avait une convocation. Il fallait mieux. Vaut mieux. La Tunisie, on a fait un doc sur la Tunisie. Bon, je me suis fait évidemment éreinter par une certaine partie de la presse tunisienne. C'était un film sur la Tunisie de Saïd Kaye, comment il s'appelle-t-il déjà? Le président actuel, oui. Le président tunisien, j'ai donné son nom tout à l'heure, Kais Saied. Et j'ai pas pu aller en Tunisie, malheureusement. Pour les vacances, vous commencez à avoir une zone limitée, quoi. Mais là, je vais au Maroc bientôt. Ah oui. J'ai travaillé à Médien à une époque. Ma fille est née au Maroc, etc. Parce que j'adore ce pays. J'espère qu'ils m'accueilleront quand même.